Sans doute étiez-vous, comme moi à l'école, un peu jaloux de ceux qu'on appelait les bolés de la classe. Ceux et celles pour qui tout était facile, qui n'avaient pas besoin de travailler pour réussir. Vous êtes-vous demandé ce qu'ils font aujourd'hui? Vous les imaginez peut-être dans des fonctions prestigieuses, médecins, avocats ou encore dirigeants de grandes entreprises. Eh bien, vous allez le voir dans le prochain reportage, être premier de classe n'est pas nécessairement une garantie pour le succès, car la performance a ses pièges. La Commission scolaire de Montréal est fière de vous présenter la soirée des extras. Veuillez accueillir chaleureusement nos deux premiers animateurs. Mesdames, messieurs les commissaires, monsieur le directeur général... La fin de l'année scolaire ne serait pas officielle sans la fameuse soirée de récompense. Ce soir, la Commission scolaire de Montréal rend hommage à ses élèves du secondaire. Nous invitons de l'école Joseph-François Perron, Bertrand Chapelot. Bertrand, un finissant du secondaire 5, se distingue à 3 reprises pour ses efforts et ses bonnes notes. C'est un élève modèle, avec une moyenne de 96 %. J'ai une certaine facilité. Contrairement aux autres élèves, j'étudie pas 3 ans avant un examen, puis j'ai souvent les meilleures notes. Ça, c'est un peu plate pour les autres élèves. Mais je fais ce que je dois faire, je fais mes devoirs, j'étudie. Mais je travaille pas avec trop d'acharnement non plus. Le prix Eugène Doucet est remis à Nathalie Crevier-Chabot. Une grosse surprise attend Bertrand ce soir. Il partage le prix du meilleur résultat scolaire avec une ancienne rivale du primaire qu'il n'avait pas revue depuis des années. Nathalie a, elle aussi, une moyenne presque parfaite de 97 %. Mes souvenirs sont un peu vagues, mais c'était une de mes bonnes adversaires, si on veut. Je m'en rappelle, par exemple. J'ai commencé, le primaire avec vraiment de la facilité, puis c'est venu comme tout ça. Puis je peux pas dire que dans ma tête, là, je me disais, OK, il faut que je sois première de classe. Si j'ai pas 100, mes parents seront pas contents. C'était pas des barrières que je me mettais comme ça. Mais c'est sûr que je fais le mieux que je peux. Le parcours de Nathalie est aussi exceptionnel. Elle se démarque dès les premières années du primaire. C'est surtout en mathématiques au primaire, j'ai réalisé que je faisais mes devoirs, mes affaires en classe, puis je finissais toujours avant tout le monde. Je me croisais les bras, j'en faisais toujours plus. Le prof me disait, OK, fais ça. Je disais, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini? Puis il m'en donnait toujours plus à faire parce que je finissais vite. Fait que je me suis dit, je trouve ça facile, là. Le fait d'avoir des capacités, des aptitudes, c'est pas la seule condition pour réussir à l'école. Il faut faire quelque chose avec son talent. Alors, le premier de classe, quant à moi, c'est quelqu'un qui, non seulement il a une certaine forme de talent, mais aussi il utilise ce talent-là. Je pense que j'ai compris que j'ai à mettre, comme j'ai quand même une aptitude pour l'école, mais j'ai à mettre du temps, puis aussi des efforts pour réussir. Ça vient pas nécessairement toute seule. Au primaire, quand même, ça venait, mais là, rendu secondaire, cégep, c'est pas juste avoir du talent, il faut que tu travailles. On a des jeunes qui réussissent comme premier de classe parce qu'ils veulent être premier de classe et qui cherchent à être premier de classe. Et je dirais, il y a des jeunes qui sont premiers de classe aussi dans certaines matières particulières parce qu'ils ont un intérêt pour cette matière-là. J'ai pas mis comme les notes puis mes attentes en premier. J'ai toujours aimé, ça a l'air têteux, mais j'ai toujours aimé aller à l'école en général. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Tu vas là pour apprendre des choses, pour t'instruire. Son intérêt soutenu et sa discipline lui permettent de maintenir d'excellents résultats. Elle obtient même la note parfaite en mathématiques, en chimie et en physique. Les premiers de classe comme Nathalie ne sont pas surdoués. Simplement, ils apprennent plus vite, sont plus efficaces ou partent d'un peu moins loin que les autres. Nathalie ne s'en vante surtout pas, au contraire. La réussite a ses pièges. Elle crée des attentes et ne donne pas le droit d'échouer. Si ça m'arrivait, je pense que les gens, là, tout le monde en ferait un plat. Là, hey, Nathalie a coulé l'examen de maths ou des trucs comme ça ferait comme la nouvelle. Le monde s'amuserait à parler de ça. Est-ce que tu as le droit de dire des fois que tu trouves des choses difficiles? Ouais, mais on dirait que mon opinion n'est pas toujours comme acceptée, crédible, je peux dire. Si je vais te dire, un examen, j'ai trouvé vraiment dur aujourd'hui. Check l'autre qui parle, elle va avoir 100 pareil. Fait que, le monde,
sais, je dis pas ça parce que justement, le monde dise c'est comme ça vaut pas. Là. Tu sais, toi, t'as des bonnes notes, fait que tu peux pas trouver quelque chose de difficile. La plupart des jeunes qui sont premiers de classe s'en sortent relativement bien, sont contents d'être premiers de classe et il y a quand même une valorisation là, à bien réussir. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être dérangeants pour un premier de classe. C'est des effets psychologiques, c'est des effets secondaires que j'appellerais à être premier de classe et je pense que ça doit toucher une bonne partie de ceux qui sont premiers de classe. Parce que la médaille de l'excellence a deux côtés et des effets pervers. Le plus évident de tous est l'anxiété. Normale, à petite dose, mais insidieuse. La recherche de l'excellence devient vite une course à la performance. Le stress affecte même les enfants dès le primaire et les premiers de classe n'y échappent pas. Avant les examens, Oui. comment tu te sens? Moi, premièrement, je suis un peu stressée. Puis là, je me dis, bon, là, il faut que j'étudie. Là, j'étudie. Même si j'étudie beaucoup avant. Mais là, je me sens stressée. Là, j'ai le cœur qui bat vite. Puis j'ai peur aussi de pas le réussir ou d'avoir une mauvaise note. Je suis vraiment stressée. Puis des fois, comme je vais souvent à la toilette pour me mettre de l'eau sur le visage. Des fois, je fais des cauchemars par rapport que je rate mon examen, puis que j'échoue mon année par rapport à cet examen-là. Est-ce que tu as déjà échoué un examen? Non. L'autre prix à payer quand on est premier de classe est l'exclusion sociale. Qui ne se souvient pas du chouchou de la classe? Une marque qui peut entraîner un sentiment de rejet et d'isolement. Est-ce que tu es fière d'avoir des belles notes? Oui, mais pas beaucoup. Comment ça? Parce qu'il me traite toujours de chouchou. Mais des fois, comme j'aime pas ça, j'aimerais pas ça avoir dans mon bulletin toujours des A, comme peut-être un B à chaque étape parce que, mettons, comme tes amis vont te traiter de bolé ou quelque chose comme ça, puis peut-être chouchou du prof. C'est ça. Les jeunes vivent aussi dans un milieu où ils savent que l'employabilité n'est pas évidente, où ils voient leurs parents qui, parfois, ont de la misère au travail puis travaillent 60 heures par semaine pour réussir à atteindre les objectifs de vie qu'ils se sont donnés comme famille. Ils sont conscients de tout ça. Donc, ils ont certainement, oui, une connaissance de la pression que nous n'avions pas il y a 20-25 ans. Moi, premièrement, avec le métier que je veux faire, il faut vraiment que j'ai des bonnes notes par rapport au métier, c'est vétérinaire. Je dois surtout me concentrer sur la lecture, les mathématiques, puis sur les soustractions, les additions par rapport au prix que je vais avoir à faire, puis tout. Les enfants comprennent vite qu'on leur demande de performer. C'est le discours prédominant dans notre société de rendement. C'est ce que l'école véhicule et les parents aussi, à leur manière. Qu'est-ce que tes parents te disent au sujet d'être bon à l'école? Ils disent que je sois bonne parce que pour pouvoir réussir mon avenir, parce que si je le réussis pas, je vais être vendeuse à Égypte, puis ça paye pas beaucoup. Au cœur de la Beauce, le centre Carpe Diem voit passer beaucoup de premiers de classe, des filles surtout. Carpe Diem est un centre d'aide pour les personnes anorexiques. Bien sûr, les premiers de classe n'ont pas tous des troubles alimentaires, mais les jeunes anorexiques sont presque toujours des premiers de classe. Moi, quand j'entends les filles me parler de performance, c'est que mon minimum, c'est 100 %. Si je vais en bas de ça, je ne mérite pas de vivre. Je n'ai pas le droit d'exister. Donc, une personne qui est performante, c'est pour répondre à ce sentiment-là. Elle va fournir du 100 %, 110 % tout le temps. Puis descendre en bas de ça, c'est mourir. La performance peut mener à la destruction chez les jeunes qui se valorisent uniquement par leurs notes.
chez certains élèves, ça devient carrément pathologique. Ça peut devenir vraiment un problème important. On parle justement de cas de dépression, on parle d'anorexie, on parle de repli sur soi ou de retrait social. La performance à tout prix, Nathalie Gogun connaît bien. Elle est elle-même passée par là avant de devenir intervenante. Cette obsession de la perfection, elle a fini par l'imposer à son corps aussi, en sombrant dans l'anorexie. Elle a saboté sa santé de la même manière qu'elle a saboté ses notes quand la pression de réussir est devenue insupportable. Je risquais pas d'être la première parce que je voulais pas justement être qualifiée de première. C'est plate parce que c'était exclu du groupe. Puis deuxièmement, pour moi, être première puis avoir 98, ça fait bien plus mal que d'avoir 85, 87, puis j'ai pas étudié. Le phénomène est hautement documenté. Plusieurs élèves qui réussissaient très bien au secondaire, même mieux que très bien, qui réussissaient de façon exceptionnelle, rendus au cégep, vont faire une session ou deux qui vont décrocher. Les 3 premières sessions, j'ai performé au coton. Et c'est ça. Oui, j'étais 20-25 points au-dessus des autres, là, dans le code R et tout ça. Et à un moment donné, j'avais espoir d'aller en médecine. J'avais espoir, mais j'avais pas assez travaillé, finalement. 93, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Fait que là, finalement, je me suis dit, ben, je suis pas assez bonne pour faire la médecine, je suis pas bonne pour faire rien, je vais aller voir ailleurs. C'était il y a 15 ans. Nathalie s'est relevée après une thérapie. Elle a fait son droit, a rencontré l'homme de sa vie, a eu 2 enfants et en a adopté 2 autres. Aujourd'hui, elle mène de front 2 emplois, du bénévolat et une vie de famille plus qu'exigeante. Elle est guérie de l'anorexie, mais pas du désir de performer. J'étais une performante, mais j'étais pas une battante. Et ça l'équilibre émotif était pas là pour me soutenir. C'était important pour vous, enfant, de réussir? Oui, parce que c'est comme si c'est moi que ça me permettait de valoir quelque chose, plutôt que d'être ignoré. J'aimais la chimie, même, j'avais lu des livres de chimie même avant de commencer la chimie officiellement en 10e année, là, ou secondaire 3 maintenant. Puis je comprenais des choses, j'aimais ça, pour comprendre comment ça fonctionne. Luc Chéné était un premier de classe comme on les imagine le plus souvent. Le nez toujours dans les livres, brillant et très solitaire. La solitude était plus choisie, si je peux dire. Malgré que c'est pas vraiment choisi, c'est parce que c'est le contexte qui faisait que j'aimais mieux pas être avec d'autres, parce que je comprenais pas comment l'univers des autres fonctionnait. Alors c'est pour ça que c'était difficile. Si parce que je suis premier de classe, je me suis retrouvé isolé, ou je me suis moi-même isolé, il y a des grosses chances que je le paye chèrement dans mon développement comme adulte, et c'est pas certain que je vais devenir un adulte équilibré. Le premier de classe studieux s'est rendu jusqu'au doctorat, convaincu que sa réussite scolaire allait assurer son avenir. Il se voyait chef d'un grand laboratoire, découvrant peut-être un remède au diabète. Rien de cela ne s'est produit. Il est devenu un fonctionnaire. Ses ambitions se sont heurtées à une dure réalité. Une fois sur le marché du travail, il a compris que malgré ses compétences sur le plan académique, il lui manquait l'essentiel, la capacité de socialiser. Si on devient chef de laboratoire, éventuellement, ou on dirige une équipe, il faut être capable de diriger l'équipe. Alors, ça, c'est le côté humain qui entre en ligne de compte. Ça, ce côté-là, je l'avais moins. L'école possède pourtant une partie de la solution. La journée commence toujours par le salut au drapeau dans cette école publique de Park Ridge, en banlieue de Chicago. La fidélité aux vieilles traditions s'arrête là. L'école a décidé de sortir des sentiers battus et d'enseigner aux enfants l'intelligence des émotions, au même titre que l'histoire ou l'algèbre. Décrivez la forme à la personne qui est derrière vous pour qu'elle puisse la reproduire. Dans cet exercice, par exemple, l'élève doit reproduire une forme géométrique sans l'avoir vue, en écoutant un autre enfant la lui décrire. Un cours de communication en même temps que de géométrie.
Du côté des filles, j'ai entendu qu'on parlait de diamants. J'ai vu de très belles formes. Je suis très surprise, vous vous êtes très bien débrouillés. Certains d'entre vous avaient des formes complexes, mais vos partenaires ont été capables de les reproduire. Ça veut dire que vous décrivez bien et que vous écoutez bien. Dans d'autres ateliers, on brise les tabous que sont, à l'école, la compétition, la peur, la colère, l'intolérance. On veut aider les élèves à reconnaître et à mieux gérer leurs émotions. Les plus intelligents n'occupent pas nécessairement les postes de direction. L'intelligence, c'est essentiel pour résoudre les problèmes, mais il faut aussi savoir communiquer. Il faut développer sa capacité d'entrer en relation avec les autres. C'est ça aussi qu'on tente d'enseigner aux enfants. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un esprit fermé et un esprit ouvert. Pour ça, nous allons prendre ces balles en tissu et voir dans quel contenant nous pouvons les lancer. Les premiers de classe sont doublement gagnants à Park Ridge. Ils ont moins tendance à s'isoler, à se valoriser uniquement par leurs notes, parce que l'excellence ici se mesure autant par le comportement que par le bulletin. Jamie, c'est à ton tour. C'était tout près. Ici, les élèves doués réagissent différemment. Je dirais qu'ils s'intègrent mieux à d'autres groupes. Il y a quelques années, ils étaient plutôt arrogants. Ils se croyaient les meilleurs. Ils regardaient les autres de haut. Mais c'est beaucoup moins fréquent maintenant. Si vous avez les cheveux blonds, tapez du pied. Il est important de considérer l'enfant dans son ensemble. Le premier critère, bien sûr, ce sont ses résultats académiques, puisque nous sommes d'abord une maison d'enseignement. Mais nous savons que l'intelligence émotionnelle joue également un grand rôle dans le succès futur de ces enfants. Si vous êtes content d'avoir terminé, applaudissez. Qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile là-dedans? Au Québec, on reconnaît que la réussite scolaire n'est plus seulement qu'une affaire académique. C'est justement pour ça que la Commission scolaire de Montréal a changé son gala de l'excellence il y a 3 ans pour en faire la soirée des extras. D'une stricte soirée qui est basée sur les résultats scolaires, on a voulu élargir un certain nombre de critères, dont l'engagement social, le leadership, l'implication dans les activités parascolaires, témoigner en fait des différentes facettes qui permettent à un élève de se réaliser, de donner la pleine mesure de lui-même, bref, de grandir. La culture de l'excellence, de la performance est en train de changer dans nos écoles. C'est un des objectifs de la réforme. Tu l'as vu dans les journaux, entendu à la radio, les choses qui... Un changement encore timide qui transformera probablement aussi la notion du premier de classe. Mais ce n'est pas terminé, ça ne fait commencer. Je dirais qu'on ne fait pas disparaître le premier de classe, mais on demande à l'école davantage qu'autrefois. Non seulement de maîtriser des programmes académiques, mais de développer finalement l'être humain dans toutes ses dimensions. On a vu souvent des élèves qui, sans être nécessairement ce qu'on appelait autrefois un premier de classe, sont des élèves qui, par la suite, dans leur vie d'adulte, deviennent autonomes et occupent une place prépondérante dans notre société. Est-ce que tu as l'impression que si tu réussis bien à l'école au niveau académique, ça t'assure de réussir plus tard dans la vie? Oui, d'après moi, c'est sûr. Parce que c'est comme tout, c'est comme une spirale. Tu as des bonnes notes, tu es accepté dans un bon collège, puis tu montes comme ça, tu montes jusqu'en haut. Fait que la performance de nos jours, c'est encouragé à l'extrême. Fait que je doute fort que j'ai de la difficulté à me trouver quelque chose. Je pense pas que ce soit une garantie. Je pense que si t'es sur le bon chemin au départ, là, je peux pas te dire que ça va nuire. Parce que tu vas pouvoir être accepté au cégep, à l'université plus facilement. Mais je me base pas là-dessus pour me dire « Ah, j'ai des bonnes notes en secondaire 5, ben je vais réussir dans la vie. » Je pense que ça t'aide, mais c'est pas une garantie. C'est pas dommageable, le premier de classe. Dans l'ensemble, c'est pas dommageable. Faut être fier d'un enfant qui réussit bien à l'école. C'est normal d'être exigeant à l'école, quand même. C'est normal d'être exigeant, mais pas par rapport à une pratique normative. C'est pas d'avoir un enfant qui est meilleur que les autres. C'est d'avoir un enfant qui donne le meilleur de lui-même.